Alors, les troubles associés. Donc, on a vu de façon, donc c'est vraiment un survol, un résumé et surtout vous dire des choses importantes sur les troubles diagnostiques différentiels et troubles associés. Donc là, donc, on prend sur les troubles associés. Alors, ce qui est donc important de savoir, c'est que dans les co-occurrences, il y a 12 à 37% des cas, on peut retrouver des troubles, des pathologies associées et une pathologie génétique qui va donc être générer à ce moment-là une évaluation aussi familiale après évaluation de l'enfant. L'épilepsie est quelque chose d'assez fréquent, même non symptomatique, et en fait non symptomatique, donc on ne va pas aller la rechercher en systématique, mais s'il y a quand même des manifestations particulières, bizarres, ou des colères, une incompréhension de la clinique, ou des pertes d'urine, une énurésie, il va être important quand même de s'assurer qu'il n'y a pas une épilepsie sous-jacente complexe qui n'est pas diagnostiquée et qui mérite à ce moment-là une prise en charge par un neuropédiatre et un traitement de l'épilepsie. La déficience intellectuelle, donc dont je parlais, qui pouvait être un diagnostic différentiel de l'autisme. Alors j'avais parlé du fait qu'il y a 50% de cas, bien entendu, dans la co-occurrence, pas dans le diagnostic différentiel. Donc le diagnostic différentiel peut être une déficience intellectuelle, mais il faut bien entendu être très vigilant puisque on peut avoir autisme et déficience intellectuelle associées. Et dans ce cas-là, il y a 50% en moyenne de déficience. Et par contre, une déficience qui va être très disparate, qu'elle soit moyenne, élevée ou légère. Et en sachant aussi que l'évaluation psychométrique des enfants autistes est difficilement appréciable sans prendre en compte euh, son mode de fonctionnement dans sa vie, dans son quotidien, puisque il y a des domaines qu'on ne va pas évaluer ou qu'on va sous-évaluer, et notamment donc les autistes de haut niveau peuvent avoir 90, 80 de déficience. Donc il faut vraiment être vigilant. Qu'est-ce qu'on entend par déficience intellectuelle pour ces enfants, puisqu'à l'heure actuelle, en clinique générale, quotidienne et non en recherche, il n'y a pas d'outil qui soit un outil fait pour évaluer toutes ces capacités. Hein. On ne peut pas évaluer un poisson rouge comme un écureuil. Si on reprend une ancienne expression d'Einstein qu'on retrouve beaucoup dans les réseaux sociaux. Alors, dans les troubles associés, les troubles du sommeil sont fréquents et sont vraiment à prendre en compte puisque vraisemblablement ils vont impacter l'attention, l'apprentissage, les comportements beaucoup plus lors de troubles du sommeil, de difficultés, d'insomnie. On aura des enfants beaucoup plus agités, qui vont faire plus de colère, qui vont avoir plus de mal à l'apprentissage. Donc il est vraiment important d'évaluer le sommeil et qu'il y ait une prise en charge cohérente du psychiatre qui va à ce moment-là évaluer la qualité du sommeil avec un enregistrement du sommeil et pourquoi pas aussi à ce moment-là prescrire un traitement qui à l'heure actuelle est la mélatonine pour permettre une meilleure qualité de sommeil et donc une évolution favorable dans son apprentissage parce que ça peut vraiment jouer. Ceci dit, il faut
revenir aux pathologies somatiques, puisque des enfants ayant un syndrome autistique peuvent avoir des apnées du sommeil. Il va donc être important dans l'anamnèse de savoir s'ils ronflent, de savoir s'ils ont été évalués sur le plan de ORL, de la sphère ORL, et pourquoi pas de faire une évaluation, un enregistrement du sommeil, si celui-ci est vraiment de mauvaise qualité et si en plus on retrouve une agitation ou des symptômes faisant évoquer un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, des colères, des émotions difficilement canalisables, comme la colère, mais d'autres, l'angoisse, des cris, et aussi on se rend compte que quand on améliore le sommeil, il y a aussi un meilleur apprentissage de la compréhension de l'autre, notamment affective. Donc c'est vraiment important de faire très attention au sommeil et aux troubles associés qui entraîneraient une pathologie du sommeil associée aux troubles du spectre autistique. Ouf, ça en fait beaucoup des associations. Alors il y a bien sûr tout ce qui est 10, donc tout ce qui est troubles du langage. On peut bien entendu avoir des troubles du langage associés à l'autisme, et c'est donc là où il faut faire très attention parce que le langage, on retrouve bien sûr un retard de langage chez pas mal d'enfants, au contraire une précocité peut-être plus fréquente du langage chez les enfants Asperger. En tout cas, toujours est-il que la pathologie du langage, de l'autisme, peut s'associer à d'autres pathologies et que là, encore une fois, le repérage va permettre une meilleure prise en charge spécialisée de ces troubles. Enfin, on va bien plus retrouver, donc je parlais de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, donc on va retrouver plus souvent ce type de troubles associés à l'autisme, et donc il faut être vigilant puisque ça entraîne aussi des difficultés de l'apprentissage, et donc il est important de le repérer pour encore mieux améliorer le travail de rééducation, le travail d'éducation, de supervision des parents aussi, mais au besoin, chez l'enfant de plus de 6 ans ayant un TDAH, envisager un traitement médicamenteux en sachant que ce type d'enfants peuvent moins bien le supporter, avoir plus d'intolérance, et donc on préconisera plutôt une demi-dose. Il reste que ça a vraiment une action intéressante, la ritaline, le méthylphénidate, et il serait bête de ne pas l'utiliser comme un autre outil pour aider l'enfant dans son apprentissage et donc dans son développement pour son avenir. Alors, dans les autres troubles psy, on retrouve donc plusieurs troubles anxio-dépressifs, phobiques, des troubles donc phobiques, notamment un enfant, un adolescent autiste peut développer plus de phobie sociale, d'agoraphobie, donc ça sera associé à l'autisme, mais ce ne sera pas de l'autisme, hein, et donc c'est là, encore une fois, à ce moment-là, une prise en charge ciblée sur ce trouble sera nécessaire et permettra aussi une meilleure qualité de vie et une meilleure insertion pour ces enfants, ces adolescents qui ont déjà de difficultés d'insertion. D'où l'importance, et là encore une fois, je reviens à la même diapo pour le diagnostic différentiel, donc là pour les diagnostics comorbides, d'où l'importance d'une anamnèse qui va être soigneuse auprès des parents, une anamnèse qui sera aussi soigneuse
auprès de tous les adultes qui ont affaire à l'enfant, notamment les grands-parents ont besoin, la babysitter, la nounou, l'école, les enseignants, la maîtresse à l'école, la crèche. Là, on parle d'enfants plus petits aussi, euh, qui va permettre de nous donner des informations importantes, une observation de chacun, en sachant qu'il faudra donc faire attention à l'observation interprétative, où les parents vont dire oui, c'est parce qu'il se sent mal. Donc les interprétations qui ne nous apportent pas et qui peuvent nous confusionner, c'est peut-être pas un mot qui existe, mais ne pas nous aider à avoir une évaluation la plus objective qui soit. Tous les troubles donc de la pathologie de la grossesse qui peuvent favoriser, aggraver le diagnostic, mais aussi être un diagnostic différentiel, les pathologies ORL, donc comme je parlais notamment du sommeil, des troubles sensoriels, ophtalmologiques, l'épilepsie à rechercher. Est-ce qu'il y a aussi des moments dans la journée de l'enfant où il y a perte de contact avec l'extérieur, la tête qui tombe sur son épaule, donc dans une pathologie épileptique fréquente chez ce type d'enfant. L'histoire familiale avec des antécédents, est-ce qu'il y a des antécédents d'autisme, de personnes originales, de troubles du langage, les interactions bien entendu, en étant très vigilant, puisque on va pas, il y a quand même beaucoup de, ça va être plutôt l'interaction des parents, de chaque parent avec l'enfant, et aussi les capacités d'observation, les qualités d'observation du parent ou de l'adulte qui s'occupe de l'enfant, donc dans le change des couches, dans l'allaitement, dans la prise de biberon, dans quand on vient le chercher dans son lit, est-ce qu'il lève les bras, est-ce qu'il y a une réciprocité de regard, de mouvement, est-ce qu'il y a donc des compétences non verbales de bonne qualité, la trajectoire développementale, est-ce qu'il y a eu une involution qui, qui nous paraît caractéristique ou pas de l'autisme dans ses habiletés, donc la qualité des échanges, on en a parlé. Après, bien sûr, l'observation que nous allons avoir sur cet enfant, donc aussi dans une observation de ses échanges, de son jeu, de ses qualités de jeu. En fonction de son âge, la qualité de jeu va évoluer. Et donc, est-ce qu'un enfant de 5-6 ans, 4 ans, a une qualité avec raconter des histoires, de pouvoir avoir aussi des jeux d'imitation. Est-ce que le petit peut passer des heures à 6 mois, 7 mois, 8 mois, peut passer des heures devant des lumières, devant un mobile, fasciné par un mouvement? Est-ce qu'il y a des stéréotypies, donc, etc. Le bilan multidisciplinaire qui va donc en premier, bien entendu, tout ce qui est sensoriel, comme j'avais dit pour le diagnostic différentiel, donc s'assurer que l'enfant voit bien, entend bien, ça de toute façon sera systématique pour l'aider au mieux dans son apprentissage, mais aussi est-ce qu'il y a une pathologie neuro associée, est-ce qu'il y a une épilepsie associée, est-ce qu'il y a des troubles du sommeil, est-ce qu'il y a une pathologie génétique associée, ses compétences intellectuelles, quelles sont-elles? L'évaluation étant par rapport à l'intelligence, compétences, qualité verbale, performance, plus souvent plus vers l'âge de 6 ans par le WISC. Est-ce qu'on est obligé, doit-on faire un WIPSI avant? Donc voilà. Et puis au niveau toujours du diagnostic, quand on envisage ce type de diagnostic chez un tout petit, on va le réévaluer régulièrement, mettre en place
la prise en charge qui est nécessaire, mais le diagnostic d'autisme